d'études géopolitiques, Sadek Hadji, journaliste marocain indépendant, et Mustapha Tossa, rédacteur en chef de Monte Carlo Doualia. Et puis quant à vous, vous le savez, vous pouvez participer à cette émission en nous envoyant vos commentaires, vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag débat F24. Avant de reprendre notre discussion, je vous propose d'écouter ces quelques témoignages recueillis hier soir lors des manifestations qui se sont tenues à Rabat et à Casablanca, en l'occurrence à Casa, des Marocains, des Marocaines qui étaient venus dire une nouvelle fois leur colère face à cette affaire. Écoutez. Il y a eu des femmes, des hommes, des adolescents, des jeunes qui ont été tabassés méchamment, gratuitement. Daniel Galvan a bien pu être réarrêté, mais ça ne change strictement rien à la logique qui a prévalu quand on a donné l'ordre de tabasser des citoyens qui avaient tout à fait raison de manifester. Nous réclamons une indépendance de la justice parce que nous avons pris l'habitude des promesses suite à des crises qui ne sont pas tenues. Le fond du problème, c'est la question de la constitution marocaine. Nous avons toujours un pouvoir despotique et tant que nous avons un pouvoir despotique, il y aura des problèmes de ce genre. Ah, donc quelques propos recueillis hier soir à Casablanca. Sadek Hadji, je vous avais promis de réagir justement à cette violence, cette répression qui a... Bien sûr, il y a eu une répression qui maintenant est inexpliquée, puisque le roi reconnaît qu'il y a eu une erreur et que personne ne comprend pourquoi des femmes qui sont avec leurs enfants et qui sont venues juste dénoncer la libération d'un pédophile soient tabassées. Mais je voudrais bien réagir à ce qu'elle a dit, Mme Scali. Qu'est-ce qu'elle a démontré, cette crise, que je pense se transformera en quelque chose de positif, je pense, mais on en parlera. C'est que Mme Scali est membre d'un parti politique qui est au gouvernement actuellement. Et ce parti politique, comme tous les partis politiques institutionnels qui siègent dans les assemblées ou au gouvernement, se sont caractérisés par un silence assourdissant. Personne n'a osé. Alors que le travail des partis politiques, c'est de tâter le pouls de l'opinion publique. C'est de mesurer la température, c'est de savoir ce qui se passe pour être l'intermédiaire entre l'opinion publique, entre la rue et l'exécutif. Mais comme par hasard, aucun parti politique institutionnel n'a pris la peine pour dire ou pour alerter le Palais Royal, pour dire voilà, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas normal, en mettant les formes. Moussa Scali, vous pensez que la classe politique n'a pas réagi suffisamment vite, n'a pas pris la mesure de ce mouvement ? Écoutez, je voudrais rectifier ce qui vient d'être dit pour dire qu'effectivement, il y a deux partis politiques qui ont intervenu avant le premier communiqué du cabinet royal. C'était quand ? Il s'agit du PPS. C'était quand ? Et du PAM. C'était quand ? Bien après vendredi. Le communiqué du cabinet royal bien après le samedi. Mais c'était quand, madame ? Bien après vendredi. Le vendredi, il y avait la manifestation. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. D'abord, il y a des réactions. Moi-même, sur mon site, ma page Facebook, j'ai fait une déclaration le vendredi soir pour dénoncer dénoncer la libération et en disant que, connaissant l'engagement de Sa Majesté le Roi en faveur des droits de l'enfant, il ne saurait être question de remettre en question sa bonne foi, mais qu'il fallait faire une enquête et qu'il fallait sanctionner les coupables. Et d'ailleurs, ça figure toujours. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, Mme Scali, qu'aujourd'hui... Le communiqué, non, excusez-moi, le communiqué du bureau politique du PPS est arrivé samedi dans l'après-midi. Donc pour vous, les partis politiques ont réagi, ont pris la mesure rapidement. On se pose quand même cette question que vous avez soulignée tout à l'heure, Mme Scali. S'il vous plaît, parce que le temps politique ne peut pas être aussi rapide que le temps de quelqu'un qui écrit qui manifeste spontanément sa condamnation d'un acte. Parce que le temps politique, ça nécessite bien sûr d'avoir tous les éléments, ça nécessite de réunir des gens, ça nécessite de réfléchir, parce que ce sont des actes et des paroles qui sont des paroles responsables. Donc il y a eu un certain retard, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'il faille vraiment focaliser uniquement sur cette question. Il y a deux parties. Alors justement, on va passer à autre chose. On a bien compris, effectivement, Madame Scali, on a bien compris qu'effectivement votre parti avait donc réagi. Je veux parler, moi, de la répression des manifestations. Mustapha Tossa, pourquoi la première réaction, ça a été de réprimer ces manifestations ? Est-ce que le réflexe sécuritaire est toujours le premier ? Alors justement, après cette affaire de scandale de pédophile, on a assisté à deux affaires dans l'affaire. La première affaire, c'est on a affaire à une manifestation pacifique lancée sur les réseaux sociaux et normalement, au lieu
de traiter cette manifestation de la manière la plus pacifique possible, puisque le Maroc, rappelons-le, a su négocier le virage le plus difficile des printemps arabes, a su composer avec tous les changements brusques du monde arabe de manière pacifique. Et là maintenant, on assiste à un retour du bâton. Cette manifestation pacifique faite par des intellectuels, des artistes, des enfants, des femmes, des journalistes, et le traitement a été un traitement ultra sécuritaire. Et pire que ça, les responsables du ministère de l'Intérieur ignorent qui a donné l'ordre d'utiliser le bâton. Ça aussi, ça. Alors la deuxième affaire dans l'affaire, c'est le dysfonctionnement gouvernemental. La cacophonie gouvernementale a atteint un niveau de ridicule tel que même les Marocains sont restés bouche bée. Ce que dit le porte-parole du gouvernement, ce que dit le ministre de la Justice. Et après, et comme conséquence de cette situation qui est comble du ridicule, les médias officiels. Comment les médias officiels ont couvert cet événement chaud? Il y avait un silence inquiétant, un mutisme total, alors que l'ensemble des médias internationaux, l'ensemble des réseaux sociaux, c'était surtout les réseaux sociaux, effectivement, et le web qui ont traité cette affaire. Nos médias officiels étaient terrorisés par l'affaire. Il a fallu peut-être un feu vert pour que les choses avancent, mais ce scandale-là, cette affaire-là, doit nous interpeller à procéder à une mise à jour de notre justice, de notre gouvernement et de notre manière, de nos médias officiels, comment couvrir ces événements, comment couvrir ces scandales. Et je trouve que finalement, à tout malheur, quelque chose de bon. Cette affaire-là va beaucoup aider à la réflexion pour pouvoir trouver des pistes qui font que le Maroc soit un pays réellement démocratique, avec des institutions qui marchent, avec des garde-fous et avec une liberté d'expression protégée par l'État et non tabassée par l'État. Charles Saint-Pro, je voudrais qu'on dise un mot de l'aspect justement politique de cette affaire. On a parlé de cette cacophonie donc de communication au sein du gouvernement, mais ce gouvernement, il est donc dominé par les islamistes du PJD. Il est resté très en retrait de cette affaire en mettant en avant le palais royal. Quelle était la stratégie là-dedans? Est-ce que c'est une bonne affaire finalement pour les islamistes, que le roi ait été comme ça en première ligne et contesté? Je crois que ce genre d'affaire n'est une bonne affaire pour personne de toute façon, sauf pour les pêcheurs en eau trouble qui ont intérêt à créer de l'agitation, à utiliser cette affaire contre la stabilité du Maroc. Mais qui pourraient être ces pêcheurs en eau trouble? Vous avez montré, vous parlez de manifestations. Il y a eu deux sortes de manifestations. Il y a une manifestation d'indignation populaire sur l'affaire du pédophile. Et il y a eu la manifestation d'hier soir que vous avez montrée abondamment, qui rassemblait 300 personnes, c'est-à-dire quand même pas grand monde. Non, 300 personnes. Selon, je connais bien la place Mohamed V à Casablanca, et tous les habitants de Dar el-Baïda la connaissent bien. C'est ce qu'on appelle la place aux pigeons. Vous aviez quelques dizaines de personnes rassemblées autour de la fontaine centrale. Bon, mais on ne va pas chipoter. Ne chipotons pas sur les chiffres. Bon, mais là, hier soir, vous aviez les gens du mouvement Justice et Bienfaisance, c'est-à-dire des émules de l'ayatollah Khomeini, des mouvements d'extrême gauche et tout ça. Là, on est dans des gens qui veulent instrumentaliser l'affaire. En revanche, vous avez une réaction de la société civile. Ce qu'a dit Mme Scali est très intéressant. C'est qu'au Maroc, il y a une société civile dynamique, active, plus que les partis politiques, je vous le concède. Et que cette société civile, elle s'exprime. Pourquoi? Parce qu'il y a une démocratie au Maroc, c'est quand même un pays de liberté. Mais je dirais que le seul qui a réagi, celui qui a réagi le plus rapidement et le plus fermement, c'est le roi lui-même. Quand il s'est aperçu qu'on l'avait mal informé, qu'on l'avait trompé, il a retiré sa grâce. Et en droit, moi je suis juriste, et je voudrais rebondir sur ce que disait Maître Chenet, on peut très bien retirer une décision créatrice de droit dès lors qu'on n'a pas été informé et qu'elle est viciée par le fait que celui qui la prend n'a pas les bonnes informations, ce qui était le cas. Donc le roi n'ayant pas été informé, il retire cette décision qui de facto n'existe plus. Bon. Mais aussi, il est intervenu auprès des autorités espagnoles pour arrêter le délinquant, ce qui a été fait, et puis il a reçu les familles. Et je voudrais quand même insister sur ce fait que le seul qui s'est occupé des familles et des victimes dans toute cette affaire, c'est le roi. Vous avez les partis, les groupes d'agitateurs révolutionnaires qui, eux, veulent faire monter la sauce, et qui, ayant échoué dans leur tentative de créer une sorte de mouvement au Maroc, puisque
puisque le peuple n'a pas suivi, essaye toujours de faire fleuche de tout bois. Et très visiblement, aujourd'hui, vous avez un petit nombre de groupuscules qui essayent de manipuler cette affaire. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'utiliser une affaire aussi sordide, la misère des gens, la douleur des familles, et de vouloir de la récupération politique. C'est votre avis là-dessus aujourd'hui. Le seul qui s'occupait des familles et qui est en phase avec son peuple, c'est le roi du Maroc. Ce que je pense, les conséquences politiques de cette affaire, ce que les Marocains appellent Daniel Gate, le Maroc de demain, après cette affaire, ne sera pas comme le Maroc d'avant, à mon sens. Je crois que le Maroc est dans un tournant politique que le roi a bien compris, il a bien saisi. Il est en train de le négocier d'une façon très, très intelligente. Sauf que quand on connaît un petit peu les jalons, la nouvelle constitution, son esprit, où va le Maroc ? Pour moi, le Maroc va vers une monarchie parlementaire, pas avec la même cadence que tout le monde veut, pas à la suédoise, puisque nous ne sommes pas dans une configuration géopolitique suédoise ou même espagnole. Mais tout laisse penser que c'est ça le schéma. La cadence, il est à discuter. Maintenant, il y a des événements comme celui-là, comme un événement comme celui-là, peut accélérer la cadence pour aller vers cette... Je pense que le roi, il est en train de négocier ça. Le problème, c'est ce que j'ai dit à Mme Scali, c'est que pour qu'il y ait une monarchie parlementaire, qui ne va pas être demain ou après-demain à l'espagnol ou à la suédoise, mais je crois qu'un saut sera fait dans les mois à venir. Il faut qu'il y ait une classe politique à la hauteur d'un tel système politique. Le problème, c'est que la classe politique le veuille ou pas, elle est entachée par cette histoire. Vous pouvez raconter à personne que des gens qui squattent les plateaux de télévision à longueur de journée, personne, le gouvernement, les partis politiques, je n'ai pas entendu, moi... Aujourd'hui, je veux demander au ministre de la Justice de présenter des excuses, puisqu'il a écrit un communiqué dans lequel il justifie, il explique qu'il y avait des raisons derrière ça. Et que celui qui dit qu'il n'y a pas un tournant, qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe, bah, écoutez, on est toujours dans cette béatitude, qui n'est plus acceptable. Le Maroc a besoin d'enfants qui aiment le Maroc, qui aiment les institutions, la personne du roi, mais sans opportunisme et sans béatitude. Alors, je voudrais faire réagir là-dessus Nouza Scali, qui est toujours en ligne avec nous, en liaison depuis Rabat. Pour vous, de votre point de vue, il y a aujourd'hui un tournant à travers cette affaire. Est-ce qu'on va vers une autre version de la société marocaine et peut-être vers ces institutions qui devront évoluer ? Oui, moi je suis vraiment convaincu que le Maroc est sorti beaucoup plus grand et beaucoup plus uni de cette dure épreuve. Et ce que je constate, parce que je partage tout à fait l'analyse qui a été faite par M. Charles Centraux il y a quelques instants, concernant les tentatives de manipulation, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau des manifestants eux-mêmes, ils ont manifesté une vigilance, plus précisément à Kénitra, en chassant des personnes qui étaient venues instrumentaliser la marche pour d'autres objectifs, en disant « désolé, on ne permettra pas que notre colère concernant les questions la question de pédophilie et de relaxation d'un pédophile, on ne permettra pas qu'elle soit utilisée pour d'autres agendas. » Donc je crois qu'en ce qui concerne la classe politique marocaine, effectivement, elle est appelée également à progresser, à avancer dans le sens d'intégrer mieux la philosophie de la nouvelle constitution. Je crois que nous sommes en plein dans la phase justement de mise en œuvre de la Constitution, avec bien sûr une situation qui n'est pas très régulière aujourd'hui, puisque nous avons un gouvernement qui est en situation de minorité, etc. Mais nous sommes en train d'agir pour faire dominer l'amour du pays, la volonté de faire avancer les choses et la volonté également de faire qu'il y ait une coopération entre l'institution de Sa Majesté le Roi, l'institution royale, entre les partis politiques, entre la société civile et les différents acteurs. Bien alors Nouza Scali nous dit que la société marocaine va sortir, que le Maroc va sortir grandi, hein, si je vous ai bien compris, de cette affaire. Moustapha Tossa, le Maroc en sort peut-être grandi, mais est-ce que Mohamed VI, lui, n'en sort pas affaibli, cette affaire ? Non, pas du tout. De toute façon, on sort grandi de toutes les épreuves qu'on traverse. La société marocaine vient de traverser une épreuve terrible. Il y a eu, à un moment donné, un doute. La rue marocaine l'a montré, les manifestants l'ont montré. Ils se sont posés légitimement la question, est-ce que c'est possible que le roi bien-aimé, qui a montré qu'il était proche des peuples, qui a incarné l'initiative de développement humain, qui a à chaque fois montré à quel point il était très proche des peuples marocains, ait pu signer ce décret, une fois la garantie leur a été donnée qu'il n'était pas au courant, qu'il n'a pas signé. Donc normalement,
cette affaire est, sur ce plan-là, close. Mais il y a eu, à l'occasion de cette affaire, l'apparition et l'affirmation de la société civile marocaine capable d'exercer un mécanisme de contrôle, ce qui n'était pas évident avant. Maintenant, on assiste à la confirmation de ces mécanismes de contrôle. Si une décision ne plaît pas ou ne va pas dans le bon sens, entre guillemets, il y a la possibilité de la contester. Mais alors, pour ce qui est du roi, c'est sûr que s'il était resté silencieux, la confiance aurait été rompue. Mais il a eu l'intelligence, l'instinct de réagir tout de suite, et avec les nombreuses décisions en cascade qu'il a prises, il a donné la preuve qu'il était vraiment le roi du Maroc, le roi que les Marocains voulaient. Il a eu la solution politique qu'il fallait. Moi, si vous permettez, parmi les conséquences de cette affaire, c'est on est en train, il ne faut pas oublier, on est en train de reformer un autre gouvernement. Un gouvernement plus élargi, oui. À l'occasion du départ de l'Istiqlal et du possible retour du RNI, des indépendants avec Benkiran. Moi, je crois que la sagesse aujourd'hui, l'intelligence politique aujourd'hui aurait été d'appeler à des élections anticipées pour qu'on puisse tout remettre en cause et redonner la parole à la rue marocaine pour qu'elle choisisse son élite, qu'elle choisisse ses représentants. Une des conséquences peut-être de ce dysfonctionnement serait peut-être de pousser le roi à appeler et à procéder à des élections anticipées. Ce serait une des meilleures réponses à cette séquence que le Maroc vient de traverser. Sadek Hadji, il nous reste très peu de temps. Oui. En quelques mots, est-ce que la société marocaine a changé ces dernières années dans son rapport avec la monarchie, avec le pouvoir? Absolument. Enfin, on ne peut pas comparer le Maroc d'aujourd'hui avec le Maroc d'il y a 10 ans, 15 ans. Chaque année, il progresse. Quand vous faites un tour sur les réseaux sociaux ou dans la presse électronique, ou quand vous voyez un petit peu ces manifestations, la plus regrettable, c'est celle de vendredi, que personne ne comprend. Et d'ailleurs, on en reviendra. Mais je crois que les Marocains aujourd'hui, ils comprennent une chose, c'est que le roi en lui-même, il est populaire au Maroc, incontestablement. Celui qui pense le contraire, il se trompe lourdement, il n'a rien compris au Maroc. Mais les Marocains se disent, à lui tout seul ne peut pas faire tout. Et qu'on doit aller vers une monarchie plus participative, que tous les Marocains, par instinct, sentent que c'est sa conviction lui-même. Charles Saint-Pro, le mot de la fin, les Marocains aujourd'hui se sentent moins sujets, plus citoyens? Je pense qu'ils se sentent toujours très marocains, toujours très monarchistes, parce qu'ils savent ce que la monarchie apporte en termes de garantie et d'unité nationale au Maroc. Lorsqu'ils voient les désordres incommensurables qui se passent ailleurs, ils sont bien contents d'avoir échappé aux tempêtes et aux agitateurs et aux pêcheurs en eau trouble, et ils sont conscients que la monarchie est leur assurance vie et le garant de leur stabilité. À côté de ça, il est clair que le Maroc et la monarchie ne sont pas un bloc statique. Ils évoluent. La société marocaine évolue et la monarchie évolue en même temps, et elle épouse le mouvement du peuple parce qu'elle est en phase avec le peuple. Et je suis d'accord avec ce que vient d'être dit, c'est que cette société qui est très active, et la Constitution d'ailleurs lui donne plus de possibilités qu'avant à la société civile, aux associations, elle a son mot à dire. Elle pallie peut-être à une petite atonie des partis politiques. Je ne veux pas rentrer dans la vie politique marocaine, ça ne me regarde pas, mais c'est vrai que les partis politiques ne sont peut-être pas toujours assez dynamiques, et que cette société, elle est bien entendu monarchiste à 90%, comme l'a d'ailleurs prouvé chaque fois que le roi fait appel à des référendums et tout ça, parce qu'elle sait ce qu'elle doit à la monarchie, et elle sait que sans la monarchie, le Maroc vivrait des crises terribles. Eh bien, on en restera là. Merci à tous. On arrive à la fin de cette édition, mais vous restez avec nous parce que cette affaire Galvan, elle est aussi beaucoup commentée sur le web et sur les réseaux sociaux. Je vais rejoindre Karim Yayaoui qui chaque soir, je vais y arriver, chaque soir jette pour nous un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Et cette affaire, elle a été, on le disait dans ce débat, finalement plutôt pas trop mal géré par le palais. Ceci dit, les critiques sont encore pas complètement éteintes. Pas complètement éteintes. Il suffit de s'apercevoir que sur les réseaux sociaux, on partage encore de nombreuses photos d'une manifestation qui avait lieu hier du côté de Casablanca, alors que le roi avait déjà annulé sa grâce, alors que ce pédophile avait déjà été arrêté. Donc on sent bien qu'un certain nombre de Marocains veulent peut-être aller un petit peu plus loin. Et sur les réseaux sociaux, on critique assez directement le roi. Alors il y a beaucoup de photos de bougies comme un symbole de lumière dans cette
affaire parce que ce genre d'affaires ne doivent pas rester dans l'ombre. On va reparler un petit peu plus tard de la pédophilie. Et puis cette image, je sais, tu sais, nous savons, vous savez, il ne sait pas. Comment c'est possible que le roi ne sache pas? Une façon d'expliquer qu'il est en partie responsable, même si l'affaire a été gérée par d'autres que lui, il a une part de responsabilité. Alors le site du Monde, aujourd'hui, s'arrête sur ces Marocains qui ont manifesté contre le roi pour la première fois. Pour certains d'entre eux, c'était totalement inédit. Et on a par exemple le témoignage d'un homme qui s'appelle Mustapha, qui a 48 ans, qui est prof de sport, qui est venu manifester du côté de Casablanca en famille. Et il explique que pour lui, évidemment, le roi est plutôt quelqu'un de bien, mais qu'il faut qu'il fasse attention à son entourage. Alors c'est quelque chose qui revient assez souvent. Le roi n'a pas fait d'erreur, mais par contre, il s'est mal entouré. C'est une idée qui est assez présente sur les réseaux sociaux. Et puis, je vais vous montrer cette image de cette manifestation qu'on partageait sur le site Flickr. Alors, cet article du Monde est intéressant à deux titres, parce qu'il s'intéresse à ces nouveaux manifestants, mais il s'intéresse aussi aux médias et à la façon dont les médias ont couvert l'événement. Il donne la parole à cet historien, Mahati Monjib, qui explique que finalement les médias traditionnels, c'est-à-dire la télévision qui est à 100% contrôlée par le palais, eh bien, n'était pas forcément la caisse de résonance idéale pour cette affaire. Mais par contre, les réseaux sociaux, les blogs... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment sur le web que ce mouvement a été relayé, que cette info au départ a été relayée. Exactement, elle a été relayée, elle a pris de l'ampleur, elle a largement dépassé les frontières du Maroc. Alors cet historien explique que si finalement le roi n'a pas de responsabilité judiciaire, à cause de ces médias qui ont été omniprésents, ces nouveaux médias, il a une responsabilité médiatique et ça a joué un rôle. Je vous montre cette page d'un site qui s'appelle Ia Biladi qui montre une jeune fille, alors qui est à des milliers de kilomètres du Maroc, qui a été interpellée par cette affaire et on en avait déjà parlé. Un très grand nombre d'internautes aux quatre coins du monde ont voulu apporter leur soutien au peuple marocain dans ces manifestations. Et puis évidemment, politiquement, ça a aussi provoqué des réactions assez nombreuses. Celle de la secrétaire générale du PSU, Nabila Mounib, on en parle sur le site lacom.com. Pour elle, le roi doit tout simplement faire des excuses au peuple, des excuses directes. Alors elle s'arrête aussi sur ses grâces. Elle explique qu'il y a un certain nombre de mafias qui sont à l'œuvre. Alors ça ne concerne pas forcément cette affaire-là, mais en tout cas, c'est possible d'acheter les grâces pour un proche, par exemple, qui a commis un délit et qu'on veut voir libéré plus rapidement. Peut-être que quelqu'un voulait réagir. Saint-Pro, vous avez une réaction là-dessus? Non, je pense qu'on pourrait aussi montrer les réseaux sociaux qui sont favorables au roi, qui sont aussi très importants, et qu'on montre toujours les mêmes. Et vous dites les nouveaux manifestants, ce ne sont pas les nouveaux manifestants, ce sont les manifestants de toujours, ce sont les groupes de justice et bienfaisance, c'est-à-dire des disciples de l'ayatollah Khomeini, ce sont des groupes d'extrême gauche, c'est ça vos nouveaux manifestants. Mais ils sortent du placard tous les 6 mois. Après, on a aussi vu des familles qui manifestaient vraiment pour la première fois. Je m'intéresse beaucoup à ces questions, je regarde aussi les soi-disant réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux qui représentent aussi le vrai pays réel et qui, eux, n'ont pas du tout cette analyse et on ne les montre pas. Et c'est un peu dommage parce qu'on fausse un peu l'équilibre. On a plutôt entendu cet aspect-là dans notre débat, donc c'est pas plus mal qu'on entende aujourd'hui un autre son de cloche avec vous, Karim, à la fin de cette émission. En tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal d'études qui sont faites sur les populations qui ont réagi pendant cette affaire et c'est vrai que c'est plutôt des gens qui ont accès à ces réseaux sociaux, qui ont accès à une certaine éducation et donc c'est vrai que ça ne correspond pas forcément à toute la société marocaine, mais clairement, il y a eu énormément de réactions où on a pu voir que le roi, à défaut d'être critiqué, était tout de même un petit peu égratigné. Alors, c'est vrai que politiquement aussi, on a eu beaucoup de réactions, et ce thème de la pédophilie est revenu en avant. Sur ce site internet, toujours lacom.com, on a le point de vue de Younes Benkiran qui considère que c'est peut-être l'occasion de remettre les choses à plat, de sortir de l'ombre ce thème qui est particulièrement douloureux. Alors ça sera douloureux, mais ça sera peut-être salutaire si tout le monde s'y met, si la société civile et les autorités prennent ce problème à bras-le-corps. Et puis la question aussi de savoir, on a parlé tout à l'heure de ces fameuses deux listes, donc ceux qui étaient censés être graciés et puis ceux qui devaient être simplement transférés en Espagne.
Qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux-là? Alors, on se pose la question, mais cette fois-ci du côté espagnol, essentiellement, parce qu'il y a 29 autres graciés qui ont profité en quelque sorte de cette même erreur. La presse espagnole explique que ça prend un petit peu aussi un tour politique. Du côté de la gauche, on demande des explications au pouvoir, à la droite. On aimerait bien savoir ce qui va se passer, et même la police ne sait pas trop. Du côté de la police, explique ce site internet Europa Press, eh bien, on est tout simplement dans l'attente de savoir ce que vont décider les juges pour éventuellement lancer des opérations pour essayer de retrouver ces 29 autres graciés. Et c'est peut-être effectivement un autre aspect de l'affaire qui va se poursuivre de ce côté-là de la Méditerranée, côté espagnol. Voilà donc pour ce qui agite la toile ces dernières heures. Merci Karim Yayaoui. On arrive à la fin de ce débat. Merci à nos invités qui nous ont accompagnés, qui étaient en ligne avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est le journal. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre débat. Très bonne soirée à tous sur France 24. D'un côté, le pays le plus grand du monde, de l'autre, le plus peuplé. Entre les deux, le fleuve Amour. Hier interdite aux étrangers, la Sibérie s'est mise à l'heure chinoise. En quête de meilleures opportunités, de plus en plus de Chinois traversent le fleuve pour venir s'y installer. Pour eux, pas de doute, l'avenir s'écrit en cyrillique. Mais leur présence perçue comme une nouvelle concurrence commence à inquiéter. Reporter, jeudi à 18h45, heure de Paris, sur France 24. Où va la bourse de Paris? Paris est-elle la place de trop en Europe? Il y a 4 ans, le journal de l'intelligence économique posait la question. Aujourd'hui, l'avenir de la bourse est dans le flou le plus total. Alors, quel est son destin? Ne manquez pas Intelligence économique, samedi à 10h15, heure de Paris, sur France 24.